Loïc Poujol, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous pour BioBoss et la chaîne YouTube effectivement dédiée aux dirigeants. merci de m'accueillir. Imaginons, nous sommes dans un ascenseur, vous devez pitcher WaitUp en 30 secondes, ça donnerait quoi? Ok, sur 4 étages. Alors, WaitUp, c'est un éditeur souverain de solutions de virtualisation, principalement dédié aux postes de travail individuels. Et on s'appuie sur 3 piliers. Le premier, on est extrêmement simple à déployer. On déploie la solution en quelques heures, là où les solutions traditionnelles de virtualisation prennent plutôt quelques semaines. On a une expérience utilisateur qui est identique à un poste local. Et enfin, on a un nouveau modèle économique qui permet d'être accessible à des organisations qui avant ne pouvaient pas se payer de solutions de virtualisation. Alors justement, on va décortiquer tous ces points tout au long de l'interview. Déjà pour commencer, est-ce qu'on peut dire que vous donnez le pouvoir aux PME de donner de la puissance IA finalement à tous les salariés sans acheter de nouvelles machines? Oui, exactement. L'idée, c'est de permettre aux PME ou aux organisations en général, on ne travaille pas qu'avec les PME, de décorréler le poste local et l'utilisation des logiciels. Quand on a des logiciels qui sont très gourmands, alors l'IA nous sert beaucoup, mais des logiciels de montage, des logiciels graphiques, tous les logiciels qui demandent beaucoup de puissance, on n'est plus du tout dépendant de la machine locale puisque tout va s'exécuter à distance. Est-ce que vous pouvez expliquer le cloud computing de performance à nos auditeurs? Alors, le cloud computing de performance, nous, l'ensemble de la machine, donc l'ensemble de ses composants, sa mémoire, son OS, ses cartes graphiques sont exécutées à distance. Tout l'enjeu, c'est de ne pas impacter le ressenti de l'utilisateur final. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une très faible latence, absolument aucun problème au niveau de la transmission de l'image ou des instructions, et aucune limitation, notamment au niveau des périphériques, du double écran. Ce qu'on fait sur une machine locale très puissante, sur un MacBook très cher par exemple, on doit avoir exactement le même ressenti avec une machine qui est exécutée sur le serveur. C'est ça le cloud computing de performance. Et le cloud PC de manière générale, c'est pas un concept nouveau. C'est quoi la brique technologique qui finalement a permis à WaitUp de se distancer? Alors, effectivement, le cloud computing existe depuis très longtemps, avec des solutions qui sont bien implantées sur le marché. Il y avait 2 difficultés sur les solutions traditionnelles. D'abord, elles exigeaient la mise en place d'infrastructures très lourdes. Donc, il y avait un ticket d'entrée qui était en centaines, dizaines, centaines de milliers d'euros, voire au moins dizaines de milliers d'euros. Donc, le premier élément qu'on a réglé, c'est celui-là. Le deuxième élément, c'est que nous, on a travaillé sur un système de virtualisation, donc toutes les couches de virtualisation qui permettent de communiquer la machine le mieux possible à l'utilisateur, notamment en s'inspirant des méthodes de cloud gaming, pour que derrière, la performance et le ressenti de l'utilisateur soient optimum. Donc c'est ce qu'on a apporté de nouveau sur un marché qui avait touché un peu son plafond de verre, c'est-à-dire c'est devenu simple, et ça ne pénalise plus du tout l'utilisateur. Justement, opérationnellement parlant, quand vous dites c'est devenu simple, ça se met en place au bout de combien de temps? Qu'est-ce que ça nécessite finalement comme mouvement au sein de l'organisation? Alors l'idée, c'est que ça nécessite un minimum de mouvement au sein de l'organisation. Vous pouvez avoir une machine en quelques minutes. Je vais prendre un exemple. Vous êtes une PME qui a besoin de grosses ressources graphiques. Prenons un cabinet d'architectes. Vous avez 2 collaborateurs qui arrivent. Traditionnellement, il faut leur fournir une machine, il va falloir installer cette machine, il va falloir la récupérer à la fin de la mission et il va falloir la maintenir. Souvent, si le collaborateur est à distance, il va en plus falloir la livrer. Nous, c'est quelques clics, on crée la machine sur la base de votre portefeuille de gabarit sur le serveur, vous donnez les accès à votre collaborateur et quelques minutes après, il a accès à la machine performante avec tous les logiciels qui sont installés. Comment vous faites pour convaincre les DSI traditionnels de dématérialiser finalement tout ce parc informatique du jour au lendemain? Alors, le nerf de la guerre va surtout être le coût. C'est-à-dire qu'il va falloir leur démontrer que non seulement ils n'ont pas de perte d'usage, mais qu'en plus, ils vont gagner en efficacité, ils vont gagner en coût de maintenance de leur parc. Donc, ça va être des problématiques autour du coût global de gestion du parc, des problématiques autour du coût d'acquisition. C'est vrai qu'il y a une résistance au changement, même chez les collaborateurs. Recevoir une belle machine, c'est sympa, quoi. Et puis pouvoir s'en servir de façon autonome, c'est effectivement un petit renoncement. Mais contre ce renoncement, eh ben on va gagner d'abord de l'argent, ça va coûter moins cher, et ensuite on va gagner des tas de fonctionnalités qui vont être du partage de machines, des sauvegardes automatisées, une sécurité accrue.
Nous, ça devient un service en ligne, donc on peut l'enrichir. Pour prendre un parallèle que je prends souvent, c'est passer de la presse papier à la presse en ligne. C'est sympa d'avoir son journal papier, c'est l'habitude qu'on a. Quand on passe sur la presse en ligne, il faut lire sur un écran, mais derrière, on va avoir la gestion des archives, on va pouvoir offrir des articles, on va pouvoir avoir toute une gamme de services autour de la presse en ligne qu'on n'avait pas sur la presse papier. Ben nous, on va apporter la même richesse, voire encore plus de services à la virtualisation de l'ordinateur. C'est vrai que là, on parle effectivement de l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect aussi écologique. Donc, on accuse souvent le cloud d'être énergivore. 80% du coût carbone d'une machine est lié à sa fabrication et à son transport. Pas à son usage? Pas à son usage. Son usage et son recyclage, c'est les 20% restants. L'essentiel du coût carbone, c'est vraiment les ressources nécessaires pour fabriquer la machine et la livrer, généralement depuis la Chine, à son utilisateur final. Nous, ce qu'on fait, évidemment, le serveur qu'on va utiliser est sur les mêmes ratios. Le coût va être la fabrication du serveur plus que l'usage du serveur. Encore plus en France, où l'énergie est décarbonée. Ça peut changer si on est dans des pays où il y a des centrales à charbon, mais en Europe, l'énergie est décarbonée. Donc nous, ce qu'on veut faire et ce qu'on défend, c'est d'être dans l'économie de la fonctionnalité. Quand vous achetez une machine, elle va servir 6-8 heures par jour réellement. Nous, quand on équipe un serveur, quand on s'équipe d'un serveur dans le data center, l'idée, c'est de l'optimiser, donc d'avoir un minimum de ressources physiques pour un maximum d'usages. Donc à terme, on fait baisser le coût carbone des usages et de l'informatique de l'entreprise. Est-ce que sincèrement, vous sentez les entreprises concernées par cette problématique? Très honnêtement, non. C'est très honnêtement, nous, on s'est lancé après le Covid, et c'est vrai qu'après le Covid, il y avait on a commencé pendant le confinement, il y avait une prise de conscience, il y avait une sensibilisation aux enjeux environnementaux, et on sentait que les entreprises nous demandaient de nous positionner là-dessus. Clairement, actuellement, cette préoccupation est en train pas de disparaître, mais de baisser par rapport aux autres préoccupations de sécurité, de souveraineté, et puis les préoccupations économiques. On sent bien que globalement la période a changé. Je lisais un article hier qui disait que le nombre de Chief Impact Officer avait nettement baissé dans l'ensemble des entreprises et notamment dans les startups. On a le même ressenti, mais c'est pas pour ça qu'on a renoncé, quoi. C'est pas pour ça. On veut rester une solution qui soit vertueuse d'un point de vue environnemental, et on veut défendre cette idée d'économie de la fonctionnalité. C'est toujours l'image de la perceuse dans l'immeuble. Il y a une perceuse par appartement qui va servir 1 heure dans l'année. Mettons une perceuse pour tout le monde et attribuons-la au moment où on en a besoin. C'est ce qu'on veut faire avec les serveurs, vraiment, quoi. On va parler de la souveraineté, effectivement, de la protection des données. Effectivement, c'est un enjeu central parce qu'elles ont des responsabilités, des obligations. Comment est appréhendé ce sujet, ces White Top? Ouais, alors nous, on a, avec l'actualité récente et les rapports qui changent avec les éditeurs américains, il y a eu 2 éléments importants qu'on a sentis dans le business. Le premier, c'est qu'effectivement, transmettre ces données à des solutions dont la souveraineté est pas totalement assurée, ça pose problème dans certains secteurs d'activité. Donc les gens font attention à ça et nous demandent des garanties, et nous, on fournit des garanties très fortes, notamment en étant accompagnés par des audits et en étant accompagnés par des avocats de premier plan qui garantissent la RGPD. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a vu des pratiques commerciales de plus en plus agressives de la part de nos concurrents, notamment sur le prix des licences, où les clients se sont retrouvés avec des explosions tarifaires qu'ils n'avaient pas anticipées, des discours très durs. Même chose pour nos distributeurs. On a des concurrents qui ont été très très durs avec leur réseau de distribution. Tout ça a créé un climat où aujourd'hui les gens regardent les solutions souveraines d'un œil neuf, quoi. Et comment vous faites pour jouer du coude avec la concurrence américaine? On a essayé de se positionner sur un certain nombre de verticales sur lesquelles on veut être très pertinent, très bien connaître nos clients et apporter des enrichissements métiers. Donc la première sur laquelle on a attaqué, c'est tout le secteur de l'éducation-formation, qui a beaucoup d'utilisateurs, pas forcément beaucoup de moyens, où notre modèle économique était satisfaisant. Donc ça nous a permis de monter une première marche. La deuxième, c'est qu'en plus, on a inclus dans la solution des tas de choses vraiment intéressantes pour ce secteur-là, du mode examen, du mode de supervision pour les enseignants, des modules de réservation qui permettent d'attribuer des machines et qui rendent l'enseignant plus autonome. Donc,
Ce qu'on fait pour jouer des coudes, c'est on essaye d'être concurrentiel en termes de tarifs et on essaye d'avoir un produit qui se distingue avec des vrais avantages concurrentiels dans le produit, quoi. Et puis si on revient à la question de souveraineté, si jamais vous travaillez avec les pouvoirs publics, notamment sur l'éducation, Ouais. j'imagine que la question ne se pose même pas. Est-ce qu'il y a des injonctions d'ailleurs quand on travaille avec le gouvernement, l'État? Alors ça va dépendre du cadre de. Il y a une sensibilité à la souveraineté. C'est pas des injonctions, il y a une sensibilité. Nous, on travaille pas mal dans le secondaire où les données sont pas trop critiques, mais on travaille avec des grandes écoles, notamment des grandes écoles d'ingénieurs ou des grandes écoles dans le domaine aéronautique. Oui. Là, bien sûr, on sent que la souveraineté, la confidentialité des données, c'est essentiel, hein. Alors, dans vos stratégies de croissance, est-ce que vous visez du coup le remplacement de toute la flotte PC des entreprises ou est-ce que vous réfléchissez à une cohabitation hybride, peut-être à moyen terme, on va dire? Non, mais même à court terme, nous, on est convaincus qu'on aura toujours des parcs hybrides. Il y a des machines qui doivent être en local parce que ça correspond à des habitudes de travail ou parce qu'à un moment, si une machine est très, très, très utilisée, ça va même être plus valable et d'un point de vue économique de l'attribuer en permanence à l'utilisateur, au développeur. Donc nous, notre logique, c'est vraiment de penser les parcs comme étant hybrides, ce qui veut dire qu'il faut qu'on arrive en s'intégrant comme une machine physique dans le parc existant, par rapport au référentiel utilisateur, par rapport à la politique de sauvegarde, par rapport aux différents outils de mastering ou d'administration des machines, sans être trop technique. Il faut que notre machine virtuelle, ce soit comme une machine physique qu'on rajoute, mais elle est exécutée dans un serveur. Nous, on est vraiment dans cette logique de ne pas être un îlot à part du système d'information, mais de venir s'intégrer dans le système d'information existant. Comment vous voyez l'évolution de votre métier, du secteur de manière générale? Euh, il y a il y a beaucoup d'éléments nouveaux actuellement. Le secteur est pas mal en train de bouger. Des questions de souveraineté vont quand même créer un rapport au cloud computing qui est vraiment différent et ça, on le sent. Et nous, c'est pour ça qu'on s'appuie sur des hébergeurs qui sont totalement souverains. On a des partenariats avec des grands opérateurs français, Bouygues, Orange pour les citer. Donc ça, c'est un premier élément qui va être important. Le deuxième élément, c'est qu'on sent qu'on rentre dans une période de pénurie. Les prix des machines explosent, les prix des composants explosent, et ça va sans doute changer. La machine individuelle, jusqu'à présent, c'était compliqué à gérer, mais c'était pas un coût énorme pour les organisations. Ça va le devenir. Donc, il va y avoir des stratégies de rationalisation de plus en plus fortes, et la virtualisation va être une réponse vraiment essentielle à ces stratégies de rationalisation. Et puis après, il y a l'IA. Il va falloir équiper les gens pour avoir des outils d'IA en tenant compte des deux autres éléments, le souci de confidentialité, la pénurie de ressources. Et ça va aussi vraiment changer la façon dont on apporte le poste individuel. Et l'actualité géopolitique vous inquiète-t-elle? Alors, elle m'inquiète en tant que père de famille, ouais, mais En tant qu'entrepreneur? en tant qu'entrepreneur. Alors là, on a vraiment senti que les problématiques d'approvisionnement étaient très complexes. Ça peut, enfin, c'est à prendre en compte sur certains dossiers, hein. Il y a certaines machines très performantes où le temps de livraison, c'est 5-6 mois, donc à prendre en compte dans un projet. Clairement, donc ça, c'est le premier sujet sur l'infrastructure. Sur les usages côté utilisateur, ce qui est inquiétant, c'est la multiplication de la cybercriminalité ou des cyberattaques. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on prend en compte dans nos produits. Il faut vraiment que nos produits soient très, très, très robustes. Et c'est quelque chose qu'on doit expliquer à nos clients en disant la machine d'il y a 10 ans où l'utilisateur peut installer ce qu'il veut, ou même si les niveaux de sécurité ont monté, qui est backupé un peu de temps à autre, c'est un vrai risque. Donc les deux grandes données géopolitiques, c'est vraiment cette logique de pénurie qui est en train de s'inscrire et ces cyberdangers qui sont alimentés par la géopolitique. Donc oui, c'est inquiétant, mais on essaye d'avoir les réponses, quoi. Parce que finalement, quand on centralise effectivement toutes les données dans un seul, on va dire PC virtuel, si je peux m'exprimer comme Ouais, ça, c'est ça. finalement, on centralise aussi le risque, comme vous le soulignez. Non, parce que le risque n'est plus porté par un utilisateur seul, il est porté par un data center. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur du data center, on a un niveau de sécurité du data center, on a un niveau de sauvegarde du data center, on peut mettre en place des règles beaucoup plus sévères d'accès, de liste blanche, et on va donc
la machine individuelle devient aussi sécurisée que le data center, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il y a moins d'erreurs humaines. Il y a moins d'erreurs humaines, et puis la machine est seule dans son container, donc il n'y a pas de contamination possible. On peut faire des sauvegardes automatiques extrêmement rapides, on peut faire des restaurations de machines aussi extrêmement rapides. Donc la machine est moins un élément isolé et vulnérable, c'est un élément qui est derrière les remparts du data center. Mais comment bien choisir finalement son acteur cyber? Parce qu'il y a tellement d'offres aujourd'hui sur le marché. Quand on est dirigeant de PME, on est totalement décorrélé de cet écosystème. Comment on fait pour bien choisir son prestataire cybersécurité? Alors là, je vous rejoins, la cybersécurité, c'est un métier en tant que tel. Donc c'est pour ça que vous avez entendu nos partenaires. Donc on travaille avec des grands partenaires qui sont des grands opérateurs de réseaux télécoms, qui sont des opérateurs de data centers, et c'est à eux qu'on délègue la cybersécurité de nos infrastructures. On l'amène pas nous-mêmes, quoi. On va venir cette fois à votre parcours d'entrepreneur. Vous Ouais, êtes 3 associés. ouais. Comment ça se passe la cohabitation au quotidien? Parce que l'association, elle est vue sur 2 volets. D'un côté, effectivement, le côté plutôt solidaire, s'appuyer sur les copains, et aussi de l'autre côté, pouvoir s'entendre au quotidien. On a une association qui fonctionne très bien, on est très complémentaires. C'est-à-dire qu'on a des profils différents, on a donc des périmètres naturels qui sont différents, donc déjà il n'y a jamais de conflit de périmètre. Voilà. Après, il faut s'aligner sur la vision, sur la stratégie. C'est des gens avec qui c'est facile de communiquer. Donc, comme dans toutes les associations, et comme tous les ménages, hein, même si c'est un ménage à trois, il y a des périodes de lune de miel et des périodes de crise, mais au final, on est très content. Et puis, comme toujours, quand on lance une société, ça se passe pas comme dans le plan. Donc, il y a des moments difficiles, et dans ces cas-là, ça a très très bien fonctionné, quoi, vraiment. C'est quoi le secret? Parce qu'on parle souvent de résilience, c'est un mot qui revient assez régulièrement. Mais c'est quoi Ouais. le secret quand on est justement dans une période de crise et qu'on est 3 associés? Il faut de la transparence. Il faut vraiment se dire les choses, et se dire les choses avant qu'elles soient trop compliquées à dire. Et il faut beaucoup de lucidité. Il faut de lucidité sur ce que sont les associés, qui sont, voilà, ils ont leur parcours personnel, ils ont leur vie perso aussi. Par moments, c'est un peu moins facile pour eux ou plus facile pour eux. Donc ça, et puis il faut être lucide sur soi-même aussi, dire, mais c'est peut-être moi en ce moment qui suis un peu fatigué ou qui suis un peu pénible. Voilà. Et si on arrive à se dire les choses et à être lucide, on a toujours réussi à surmonter les problèmes. Mais bon, après, notre quotidien, c'est pas des problèmes, hein, ça se passe plutôt bien 90% du temps, quoi. Mais, voilà. Vous m'avez confié en préparant cette interview que vous aviez traversé effectivement une période à vide avec des problèmes de trésorerie. Ouais, Ça concerne 90% des entrepreneurs. ouais, exact. Comment on fait pour traverser ce tsunami? Nous, comme la plupart des startups, on a connu la vallée de la mort, hein. Donc, cette période entre la deuxième et la troisième année où l'attraction arrive, les premiers clients sont là, mais les revenus sont pas encore vraiment là, et les dépenses explosent. Et c'est un passage qui est connu, identifié, donc on avait un peu à l'esprit qu'on allait le traverser. Et dans ces cas-là, il faut gérer au cordeau, il faut anticiper. On a pu s'appuyer sur nos actionnaires, qui ont vraiment été super. On avait déjà fait 2 levées à ce moment-là, pas énormes, mais nos actionnaires étaient super. On a aussi pu s'appuyer sur certains fournisseurs qui ont été super. L'idée, c'était de ne pas sacrifier l'innovation et de surtout pas réduire l'équipe. Et puis voilà, on a eu un an et demi difficile, et puis à un moment, les revenus sont arrivés, et là, on a pu redémarrer, quoi. Mais, Et je crois savoir, Loïc, que vous avez d'abord un profil plutôt lettres. ouais, c'était il y a longtemps, mais ouais, Oui, oui, vous n'étiez pas oui. prédestiné finalement. Non, Vous j'ai m'avez pas un pro, ouais. confié ne pas avoir imaginé être entrepreneur un Ouais, jour. j'avais pas un profil entrepreneurial ou école de commerce au départ, ouais, À quel exact. moment ça a basculé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai d'abord été attiré par l'innovation, donc je travaille dans ce qu'on appelle l'internet puis le digital depuis très très longtemps. Donc c'était des petites structures. On était très vite dans le bain commercial puis entrepreneurial. En plus, on a tous vécu les bulles successives qui ont éclaté, donc c'est une bonne école de la réalité de l'entreprise. Et puis j'ai bien aimé la techno, j'ai bien aimé le business. Donc assez vite, je suis devenu associé des structures dans lesquelles je travaillais. Et puis avec l'envie d'en avoir une un jour que je pilote avec des gens qui s'étaient choisis, quoi. Donc c'est comme ça que je suis devenu entrepreneur. Mais effectivement, c'était pas mon... J'étais
pas vraiment destiné à ça sur mes études, mais d'un autre côté, moi, quand j'ai fait mes études, Internet n'existait même pas, donc on était moins sollicités, quoi. Comment vous avez fait pour passer de la côté complexité technique aux enjeux métiers? Parce qu'on peut très bien être geek, mais finalement ne pas avoir fait de perspective business derrière. Ouais, alors ça, je pense que ça et le modèle économique, c'est les deux points principaux sur lesquels il faut réfléchir quand on lance une société. On a un écosystème technologique français qui est très très fort, hein. On a vraiment des gens, je te dis d'autant plus facilement que moi j'ai fait des lettres, donc je prêche pas pour ma paroisse. On a un écosystème techno qui est très très fort, et souvent ces solutions techno ont du mal à trouver un débouché ou une expression business. Pourquoi? Parce que on réfléchit pas toujours suffisamment au modèle économique, et derrière, on part de la solution pour trouver le marché. Euh, on l'avait fait précédemment. Moi, mes deux associés ont été vraiment dans des boîtes référentes sur l'IoT, sur les objets connectés. Moi, j'avais travaillé dans une boîte référente sur la blockchain. Donc, c'était des technos d'avant-garde qu'on maîtrisait bien et qui n'ont pas trouvé leur marché. Et cette fois, on s'est discipliné en disant à quel problème on veut répondre. On ne fait pas de la techno pour la techno. À quel problème on veut répondre, avec toutes les méthodes d'analyse, d'entretien, on s'est fait accompagner là-dessus. Et une fois qu'on a identifié le problème, donc ça veut dire que dans l'éducation, on a assisté à des cours, on a discuté avec des enseignants, on est allé dans des lycées, et on n'a pas essayé d'imposer notre techno à un marché qu'on n'a pas besoin. Et c'est vraiment le point fondamental avant tout go-to-market. C'est vraiment quel problème on va aborder, pour quel client et pour quel type d'usage. Je ne sais pas si ça répond à votre question, que j'ai un peu Oui, oui, tourné. oui, non, mais c'est très très clair. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la place que vous avez, le parcours que vous avez eu, vous recommanderiez à vos enfants d'être entrepreneurs? Ouais, je ne sais pas s'ils écoutent beaucoup mes conseils déjà pour commencer, mais ouais, moi, alors après, c'est vraiment, d'abord, être entrepreneur, c'est une expérience familiale. Ça implique un peu les enfants, ça implique beaucoup les conjoints. Donc déjà, s'assurer qu'ils sont dans un contexte qui favorise ça. On ne peut pas être entrepreneur à tous les moments de sa vie. Voilà. Après, moi, j'adore ça. J'adore être confronté à la réalité des choses. J'adore être... bah, on est à la fois 100% responsable de ses succès et de ses échecs. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Après, c'est pas le chemin le plus reposant, quoi. On sait que parfois des chemins de cadre ou des chemins de dirigeants externes sont... bah, il y a d'autres difficultés, mais il y a parfois plus de stabilité. Et moi, je suis convaincu que dans le monde qui s'annonce, il y aura de plus en plus de profils d'entrepreneurs et de moins en moins de profils. Les structures vont avoir tendance à externaliser le risque. Et donc, il faudra être au moins son propre entrepreneur si on n'est pas créateur de société, quoi. Dernière question. Qui est Loïc Poujol à l'extérieur du métier, dehors, dans la vie de Euh, tous les jours? alors, moi, je suis père de deux fils avec qui j'aime bien passer du temps. Voilà, je suis parisien. Je suis pas parisien de naissance, mais je suis parisien depuis longtemps. J'essaye de garder une vie sociale et une vie familiale assez riche en marge de la société, pas forcément de trop ramener les tensions, les succès de la société à l'extérieur, même si c'est difficile, hein. J'ai dû les saouler beaucoup. Euh, mais euh, mais j'essaye d'un peu séparer les deux. Voilà, sinon j'ai une vie assez banale de Parisien. Je ne cours pas de marathon, je n'escalade pas l'Everest, je n'ai pas de collection particulière, donc rien de particulier à vous raconter là-dessus, quoi. Et c'est pas grave. Merci beaucoup Merci, d'avoir été avec nous et merci. merci pour votre intervention. Ok, merci.